Bonjour à tous. Alors à mon tour, j'adresse mes remerciements évidemment au musée et à la ville pour l'organisation de ces journées. Comme cela vous a été présenté, cette intervention va sortir seulement en partie du sujet du vitrail qui nous occupe depuis hier, mais il y a toujours un lien évidemment, puisque je vais vous présenter cette fameuse exposition sur laquelle Patrick fait du teasing depuis hier, et certains l'ont déjà vu aussi ici. Donc cette exposition en cours jusqu'au 7 janvier au musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges. Je sais que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui sont bien plus spécialistes de l'œuvre d'Alfred Manessier que moi-même. Donc mon idée, c'était principalement bien de pouvoir vous présenter la genèse et l'esprit de cette exposition, et puis qui sait, peut-être vous donner envie d'aller jusqu'aux Vosges pour la découvrir. Le projet d'exposition, finalement, il est assez ancien. Puisqu'il a déjà été envisagé par mes prédécesseurs au musée depuis plus de 30 ans, puisque c'est une idée depuis la mise en place de ces fameux vitraux de la cathédrale de Saint-Dié, dont je parlerai dans un second temps. Mon prédécesseur Daniel Grandidier avait déjà organisé une exposition collective, Jean Bazaine et ses amis, en 1988, l'année suivant l'inauguration des vitraux. On avait eu une exposition Elvire Jean en 2004, une exposition Jean Lemoal en 2008, mais jamais jusqu'à présent d'exposition monographique dédiée à Manessier. Et finalement, l'idée en a été relancée il y a 2 ans, en 2021, par suite d'échanges avec le site Le Corbusier de Firminy, qui avait organisé une très belle exposition Manessier et l'engagement, que malheureusement très peu de gens ont pu voir, puisqu'elle a été ouverte juste avant le second confinement. Et voilà, ça m'a permis bien de prendre contact avec Christine Manessier et puis d'imaginer cette exposition qui se réalise cette année, voilà, pour commémorer les 30 ans de la disparition de l'artiste. Le sujet choisi pour cette exposition, les Passions et les Alléluia, donc en premier lieu les Passions, provient de l'unique toile d'Alfred Manessier actuellement conservée au musée Pierre-Noël, donc cette Passion de 1982. Et c'est un thème, comme certains le savent certainement, qui est fréquent, la Passion, dans l'œuvre d'Alfred Manessier, puisqu'il s'y attelle dès 1948 avec une première Passion selon saint Matthieu. Et on explore dans l'exposition à la fois l'aspect spirituel que ce thème peut avoir, mais évidemment aussi le thème très fortement politique qu'il avait chez Manessier. Puisque voilà, condamner la souffrance injuste du Christ, c'est aussi condamner la souffrance injuste de toutes les victimes d'arbitraire, de guerre, de totalitarisme, etc. Et ce thème a été complété par celui des Alléluia, donc sur la suggestion de Christine, puisqu'il y a vraiment un équilibre dans l'œuvre de Manessier, qui n'est pas que tragédie et souffrance. Il y a vraiment tout cet aspect des Alléluia, mais aussi voilà, de la lumière, de tous ces paysages. Et on a voulu voilà, aborder cet équilibre, cette alternance dans l'exposition. On a pu bénéficier vraiment de nombreux prêts exceptionnels pour cette exposition, puisqu'il n'y a pas moins de 15 prêteurs, publics, privés, français et suisses, pour cette exposition. Et en premier lieu, voilà, un grand prêt du Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier. C'était pour nous voilà, une sacrée gageure d'organiser cette exposition pour un musée de notre envergure. Donc voilà, c'est une exposition qui est vraiment exceptionnelle. Si vous avez l'occasion, venez la voir, parce que je ne pourrais pas en faire des comme ça tous les ans. Et je tenais à souligner voilà, que c'est vraiment un travail de collaboration depuis la conception. Voilà, c'était vraiment une chance de pouvoir travailler aussi étroitement avec Christine Manessier, avec qui j'ai commencé à travailler il y a exactement 1 an, en novembre 2022. Voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et je voulais aussi souligner que par la suite, cette exposition a vraiment été construite et mise en œuvre en interne à l'équipe du musée, en soulignant notamment le travail de Jennifer Fangil, qui est notre chargée de médiation et qui a conçu la totalité de la scénographie, donc le parcours, la disposition, et qui a aussi choisi ce violet foncé voilà, qui fait ressortir les œuvres d'une manière assez différente d'un fond blanc. Et puis aussi un petit rappel que
Cette grande photographie que l'on voit et qui a été affichée à l'entrée de l'exposition, elle est de Philippe Collignon, qui était, il y a 30 ans, un agent du musée, qui est photographe, et qui est un des photographes qui a complètement couvert, qui a fait un reportage sur l'installation des vitraux en 1986-87 dans la cathédrale, et qui a fait des portraits de tous les artistes qui ont participé. Le parcours de l'exposition est assez strictement chronologique, avec 5 sections principales. Alors évidemment, je n'ai pas 3 heures devant moi, je vais passer assez rapidement pour vous présenter ces différentes sections. Et pour chacune, j'ai choisi de mettre une vue de l'exposition assez générale, assez large, et puis aussi une œuvre, pour avoir un peu des gros plans. L'exposition commence avec les années 1930, époque à laquelle Manessier a encore une peinture figurative inspirée par le cubisme et par le surréalisme, et qui lui permet d'exprimer toute sa révolte et son désespoir face à l'époque, la montée des totalitarismes et la menace du nazisme. Et notamment, alors on l'aperçoit seulement en biais ici, mais voilà, vous avez ici l'œuvre Le Dernier Cheval, qui est assez exceptionnelle parce que c'est une dénonciation très claire du nazisme, mais c'est une œuvre qui a été exposée à Paris sous l'occupation en 1941. Donc une expo qui était déjà initiée en partie par Jean Bazaine et qui s'appelait « 20 jeunes peintres de tradition française ». Et derrière ce titre volontairement ambigu, ça comprenait en réalité des artistes d'avant-garde et qui critiquaient le régime nazi. La section suivante aborde la reconnaissance internationale qu'acquiert Manessier dans les années suivantes. Il obtient notamment le prix de peinture de la 31e Biennale de Venise en 1962, et la même année que Giacometti pour la sculpture. Et paradoxalement, il obtient ce prix, mais dans un contexte où il y a une grande hostilité à l'égard de la France, qui est à l'époque embourbée depuis plusieurs années dans la guerre d'Algérie. Dans cette section, on a eu la chance de pouvoir montrer de très grandes toiles. Alors c'est vrai que peut-être les photos ne le reflètent pas entièrement, mais on a une quinzaine de très grands formats dans cette exposition qui font 2,30 m de haut et 2 m de large. Et donc les 2 grandes toiles que vous voyez à gauche, Ténèbres et Résurrection, qui appartiennent aux collections du Centre Pompidou, c'est à nouveau 2 facettes, 2 aspects comme Passion et Alléluia. Et puis à droite, une œuvre très intéressante du musée de la Chaux-de-Fonds en Suisse, dont Christine Manessier nous a indiqué aussi qu'elle est intéressante par son format, parce que c'était la première fois que Alfred Manessier commençait à demander des toiles hors format standard. Dans les années 1960 et 70, Manessier séjourne régulièrement en Espagne, et il y peint beaucoup. Et évidemment, il se positionne face au franquisme. Et il participe à des manifestations quand il ne peint pas, notamment celle en 1970 à Paris, contre ce qu'on a appelé les procès de Burgos, donc ce tribunal franquiste qui condamne de façon tout à fait arbitraire à mort 16 jeunes autonomistes basques. Alors, pour le coup, les manifestations ont eu une utilité puisque la peine a été commuée. Mais le tableau qu'on voit ici, donc pour la mère d'un condamné à mort, en 1975, là c'est une autre victime du franquisme, un jeune anarchiste catalan, qui a été le dernier condamné à mort par garrotage sous Franco. Et l'œuvre, Manessier l'a dédiée à sa mère. Alors on présente aussi dans cette section un petit film qui rassemble notamment les témoignages de la famille de ce jeune condamné. Et en fait, ce que Manessier ne savait pas à l'époque, c'est que la mère à laquelle il a dédié son œuvre, elle n'était déjà plus vivante à cette époque. Mais finalement, ça n'a pas une grande importance, puisqu'on voit bien dans cette mère du condamné une sorte d'archétype. On retrouve l'image de la mère de toutes les victimes, et l'image de la Vierge, certainement aussi. Dans la section suivante, on a eu la chance de pouvoir
accrocher les 3 grandes favelas côte à côte. Et puis aussi le fameux otage dont Patrick Absalon a parlé. Mais là, j'ai choisi de vous montrer seulement la reproduction de l'esquisse involontaire. L'otage en 1987, c'est pour Manessier la manière d'exprimer sa communion de pensée avec les otages du Hezbollah libanais, et notamment le journaliste Jean-Paul Kaufmann, qui a été enlevé en 1985 et libéré seulement en 1988, donc après la réalisation de l'œuvre. L'aboutissement de la salle principale d'exposition est constitué par vraiment des grandes passions, si grandes qu'elles ne tiennent pas toutes dans la photo. C'était impossible d'avoir assez de recul. Donc vous en avez ici 3, et exceptionnellement, la salle en rassemble 5, puisqu'on a les 4 grandes passions de la collection Pfoul, donc selon Saint-Marc, Matthieu, Luc et Jean, mais aussi la 5e, la 2e passion selon Saint-Jean, que Manessier a réalisée dans des coloris très différents de la première en 1988. Et voilà, dans cette section, l'idée, c'était vraiment de dépasser tout ce qu'on a pu voir avant, ces thèmes spirituels, ces thèmes sacrés, ces thèmes politiques. Et là, les tableaux se suffisent à eux-mêmes. On peut vraiment entrer dans quelque chose qui est de l'essence humaine, finalement. Le parcours de l'exposition est complété par de nombreuses lithographies prêtées par le musée d'Abbeville. Parce que pour le moment, je vous ai montré des huiles sur toile. On voit notamment sur la photographie de gauche donc les 2 procès de Burgos que j'évoquais tout à l'heure. Alors ces lithographies nous ont permis d'évoquer ce thème, à défaut, je dirais, de la très grande toile conservée au Macval, qui d'une part n'était pas disponible, et d'autre part, je ne suis pas sûre qu'on aurait réussi à lui faire passer les portes de la salle d'exposition. On aperçoit aussi en arrière-plan le Vietnam, qui répond à la toile qu'on n'a pas vue, mais qui est juste en face. Et puis, il y a aussi des lithographies sur le thème des Alléluia. Voilà. Dans la seconde salle d'exposition, qui est plus petite et intimiste, on a pu rassembler donc toutes ces maquettes des vitraux de l'église du Saint-Sépulcre, alors que j'ai enfin pu voir en vrai ce matin. On a essayé de les disposer le plus possible dans le même ordre que dans l'église, même si l'existence d'une grande porte nous a empêché de faire une vraie façade occidentale. Mais vraiment, elles sont dans le même ordre que dans l'église. Et on a mis parallèlement, alors on a reproduit dans l'exposition ce dessin préparatoire qui est vraiment très intéressant sur le terme où on voit bien la disposition des couleurs voulues par Manessier dans l'église, avec un point à retenir qui est qu'il a vraiment disposé les tons froids, les bleus au nord et les tons chauds au sud. On en a parlé ce matin. Ça accentue la luminosité naturelle, et j'en parle parce qu'on verra bien la différence avec ce qui a été fait à la cathédrale de Saint-Dié. Et dans la même salle d'exposition, un peu en retrait, on a aussi disposé derrière là les 4 maquettes des vitraux qu'a réalisé Alfred Manessier pour la cathédrale de Saint-Dié, dont je vais parler juste ensuite. Et aussi, pourquoi mettre en parallèle ces deux réalisations? C'est pas juste parce que c'est Manessier. Les 2 chantiers ont été proposés par le même inspecteur général des monuments historiques, François Hainaut. Et on retrouve ces similitudes entre les 2 villes, puisque les 2 édifices ont perdu leur verrière pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, un petit clin d'œil, parce qu'en préparant cette intervention, j'ai retrouvé des vieilles photos dans nos fonds d'archives. Ça, c'est la section Beaux-Arts du musée il y a 30 ans. Et donc, en fait, on avait fait la même chose, c'est-à-dire replacer les maquettes de la cathédrale de Saint-Dié dans l'ordre autour d'une maquette de la cathédrale dont on disposait. Donc, cette deuxième partie, on revient aux vitraux, avec ceux de la cathédrale de Saint-Dié, qu'on a déjà pu aborder par petits bouts hier dans différentes interventions.
La cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, c'est une ancienne collégiale en réalité, qui n'est devenue cathédrale qu'au XVIIIe siècle. C'est un bâtiment qui dispose d'une nef romane, de voûtes et d'un chœur gothique, et d'une façade du XVIIIe siècle de l'architecte Giovan Betto que vous voyez ici. C'est une cathédrale en grès rose des Vosges, évidemment, avec cette coloration très particulière, même si ici, avec cette lumière, on ne la discerne pas forcément complètement. C'est un édifice qui donc a été dynamité pendant la Seconde Guerre. L'histoire est un tout petit peu différente de celle d'Abbeville à Saint-Dié, puisque nous, c'est en novembre 1944 que la ville a été détruite. En fait, la ville était occupée par l'armée allemande, et devant l'avancée des troupes alliées, surtout américaines, les Allemands savaient qu'ils avaient perdu et qu'il fallait qu'ils partent, mais dans un esprit peut-être de vengeance ou de table rase, ils ont évacué la totalité des habitants sur la rive gauche de la Meurthe, qui traverse Saint-Dié. Ils ont déporté tous les hommes valides qui restaient encore dans la ville. Ils ont mis le feu à la rive droite, donc les 3/4 de la ville ont été détruits, et ils ont dynamité la cathédrale. Alors, petite chance, la façade que l'on voit, elle, n'a pas été touchée, elle est d'origine. Il y a une petite église romane aussi à côté qui a été sauvée. Mais la totalité des voûtes et des parties orientales de l'église de la cathédrale ont dû être reconstruites après la guerre. Et la cathédrale est devenue le symbole finalement de la résilience de la ville et de son relèvement après la guerre. L'église cathédrale a été inaugurée à nouveau en 1974, consacrée. Mais à cette époque-là, les vitraux, ils n'ont pas encore été refaits. C'est des simples verrières blanches. D'où le projet de vitraux contemporains sur la proposition de François Hénault, comme je le disais tout à l'heure, à une époque où c'est Jack Lang qui est ministre de la Culture. On se rappelle que Jack Lang est d'origine vosgienne. Le projet, à l'origine, il est proposé à Jean Bazaine. Et comme on a vu dans les habitudes du groupe, on l'a beaucoup évoqué hier, Jean Bazaine, à l'époque, il est un petit peu occupé, notamment par le décor de la station de métro Cluny-la-Sorbonne et d'autres chantiers. Et il suggère, alors lui, il ne donne pas le chantier à un de ses collègues, mais il suggère un travail collectif pour réaliser les cartons de ces vitraux. Et donc, il forme une équipe de 10 artistes peintres. Donc ici, alors je ne sais pas si c'est suffisamment grand pour que vous arriviez à lire un peu la répartition, mais de toute façon, on va rentrer progressivement, on va voir les artistes les uns après les autres. Donc il y a 10 artistes peintres, chacun ayant pu choisir l'atelier de maître verrier de son choix. Donc il y a aussi un certain nombre d'ateliers de maître verrier, un peu moins, ils sont moins nombreux que les artistes. Évidemment, Manessier a travaillé avec Hermé Juteau, donc avec les ateliers lorrains. On retrouve des noms dont on a parlé hier, Éric Bonte, Jacques Bonny et d'autres. À savoir que 2 des artistes étaient eux-mêmes maîtres verriers et donc ont réalisé de A à Z leur partie, en particulier Claire de Rougemont, qui est ici au baptistère, et Jacques Bonny lui-même, qui a fait les baies du collatéral sud. Et alors le plan général, de la même manière, hier, Émilie Gautron l'a un petit peu abordé en parlant d'Elvire Jean, puisque c'est Elvire Jean qui a suggéré le thème de ce travail collectif, mort et résurrection, ce qui est assez évident dans une cathédrale, mais qui évidemment avait ce double sens aussi de faire référence à la destruction, puis la libération et la reconstruction de la ville. Et ça se traduit par une sorte de sous-titre, des ténèbres à la lumière, et avec un plan de lumière vraiment composé en progression de l'ouest vers l'est. Ce travail collectif a amené à Alfred Manessier l'expression de la cathédrale de l'amitié, avec cette photographie alors qui regroupe tous les artistes peintres autour de François Hénault, donc l'inspecteur général des monuments historiques, et puis d'un historien de l'art, Jean-Pierre Greff. Donc tous les noms des participants sont remis ici. Et puis j'ai reproduit cette citation d'Alfred Manessier lui-même. Réunis en parfaite confiance par l'élan amical du maître de l'ouvrage Jean Bazaine, chacun de nous ayant été désigné avec discernement pour créer avec le maître verrier de son choix cette symphonie de vitraux aux multiples timbres, douloureux, joyeux et glorieux, mort et résurrection.
petite remarque en passant, ils subissent tout de même une verrière historique médiévale dans la cathédrale. Donc cette baie où, puisque les vitraux avaient été déposés pendant la guerre, donc ont pu être remis en place ensuite. Et c'est une verrière qui est dédiée à l'histoire de Saint Déodat, donc celui qui a donné le nom à Saint-Dié, qui était un ermite du 7e siècle. Je vous propose de faire un tout petit tour, voilà, rapidement, comme si on était dans la visite de la cathédrale, dans l'ordre où on les découvre, du travail de tous ces artistes et maîtres verriers. En entrant, on est tout de suite frappé dans la cathédrale. Je pense que ceux qui la connaissent diront la même chose. On voit immédiatement le chœur, évidemment, avec les tons rougeoyants qu'a souhaité Jean Bazaine. Mais j'ai présenté aussi voilà, les études préparatoires à gauche, 2 vitraux qui sont aussi dans le chœur, mais qu'on ne voit pas à l'entrée, qui sont ceux du côté nord du chœur, et donc qui font immédiatement suite au niveau thème, puisqu'on est toujours dans le déroulé de la Passion, avec ceux de Manessier qui sont dans le transept nord, dont on parlera juste ensuite. Puis, quand on est entré dans la cathédrale et qu'on se retourne, on voit les 2 vitraux de Lucien Lautrec pour la façade occidentale, et juste au nord en entrant, donc le baptistère, les fonts baptismaux, où c'est Claire de Rougemont qui a retraduit. Alors je ne sais pas, voilà, toutes les photos ne sont malheureusement pas de la même qualité, mais on voit vraiment que Claire de Rougemont a voulu transmettre cette idée du baptême avec l'eau qui s'écoule. C'est très intuitif. Dans la chapelle des évêques, le vitrail à gauche de Gérald Collot. Un vitrail qui rappelle le tombeau du Christ, thématiquement, ce qui est très adapté puisque la chapelle recueille le tombeau des évêques. Et d'ailleurs, la chapelle, alors qui est entre-temps aussi devenue une chapelle de semaine, une chapelle du Saint-Sacrement, a repris cette fonction originelle il y a très peu de temps, puisque l'évêque de Saint-Dié, Monseigneur Didier Berthet, est décédé au mois de septembre et a été inhumé dans ce caveau à côté de ce vitrail. Et à droite, les baies des fenêtres hautes du côté nord de la nef, par Dominique Gutters pour les cartons. Alors il y en a 9, j'en ai mis que 2, mais il y a vraiment une progression de lumière, comme je le disais, dans ces vitraux. À l'origine, le projet envisageait pour ces baies Raoul Hubac, dont on a aussi parlé hier, mais Raoul Hubac est décédé à ce moment-là, et donc cette partie a été confiée à une personne beaucoup plus jeune, Dominique Gutters. De l'autre côté, juste en face, du côté sud de la cathédrale, les baies du collatéral, des petites baies romanes par Jacques Bonny, donc lui-même maître verrier, et puis les baies des fenêtres hautes par Geneviève Haas, avec ses prières bleues qu'on connaît très bien chez elle. Alors, si vous avez bien suivi, vous remarquez quelque chose ici, si je reviens en arrière, au nord, on a des choses très très chaudes, très colorées, très lumineuses, et au sud, on a beaucoup, voilà, le choix de Bazaine de confier le sud à Geneviève Haas n'était pas anodin avec ses bleus. Donc ici, on a l'inverse du Saint-Sépulcre, exactement l'inverse, puisque le choix a été fait de rééquilibrer artificiellement la luminosité naturelle pour avoir une lumière plus homogène, donc ça donne un effet très différent du Saint-Sépulcre. Au transept sud, un grand vitrail de Jean Le Moal, qui évoque la Vierge en déploration, alors évidemment rappelée par la présence de la couleur bleue, et on est juste en face du vitrail qui évoque la Passion du Fils, donc ça explique bien la présence de la Vierge à cet endroit-là. Et quand on se retourne à cet endroit-là, de part et d'autre de la nef, on voit les 2 vitraux dont a parlé Émilie Gautron hier, donc le pain et le vin qui sont voilà, de chaque côté de l'autel, sachant que Elvire Jean a aussi fait les vitraux qu'on a vus hier, qui sont dans la sacristie. Donc tout n'est pas forcément visible en visite libre. Et donc enfin, juste en face, ce transept nord avec la grande baie dessinée par Alfred Manessier, réalisée par les ateliers lorrains. C'est le thème de l'agonie du Christ à Gethsémani. Alors vraiment, voilà, j'ai pu voir l'autre version de Gethsémani ce matin au Saint-Sépulcre. C'est pas du tout la même composition. C'est voilà, très intéressant de voir les différences pourtant pour ces programmes menés dans des années très proches. Et puis ce vitrail est entouré de 3 autres baies dessinées par Manessier.
J'ai remis les citations de Manessier lui-même, voilà, ce que lui a exprimé ce passage à retranscrire. Ça se rapporte à la citation de l'Évangile, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Confidence déchirante du Christ sur le mont des Oliviers, au seuil angoissant de sa passion exprimée là, par une ombre tombante, aux rythmes horizontaux, contrepoint douloureux préparant la gloire verticale de la résurrection. Et concernant les 3 autres baies qui encadrent cette grande baie nord, alors ce qui est intéressant, c'est que, certes, c'est la mort, c'est des tons froids, c'est des tons bleus, mais il y a vraiment beaucoup de jaune, beaucoup de lumière. C'est comme dans l'exposition, finalement, il y a toujours cette lumière de l'espérance qui est présente. Il n'y a jamais de désespoir absolu. Le dernier vitrail, donc c'est celui de droite qui a reçu le sous-titre « Tout est consommé ». Rappelez voilà, cette parole du Christ. J'ai pensé que l'on pouvait traduire ce drame avec du clair. C'est une passion sans croix, sans sang. Il s'en dégage l'impression qui se produit au moment du retrait du sang. Effectivement, c'est la passion du Christ, mais il n'y a rien de rouge, ce qui est après peut-être un peu surprenant à première vue. Je vous ai remis 2 vues un peu plus larges de ce vitrail du transept nord. D'une part, en regardant vers la nef, vers la dernière travée de la nef. Et puis de l'autre côté, on voit la continuité avec les vitraux du chœur dessinés par Jean Bazaine. Voilà, je sais que ce n'est qu'un petit aperçu rapide qui pourrait faire l'objet de beaucoup plus de développement. Si vous avez le courage de venir jusque dans les Vosges, l'exposition est visible jusqu'au 7 janvier. La cathédrale est ouverte tout le temps. On a encore la chance qu'elle puisse être ouverte. Au remerciement pour les photos, eh bien, je renouvelle ceux pour les organisateurs de ces journées. Et encore à Christine Manessier, merci pour tout ce qu'on a pu faire ensemble. Je vous remercie.